Bienvenue sur Média TV. Le dossier de ce jour est consacré à l'actualité politique en Afrique du Sud. Il aura fallu seulement 15 heures après la démission de Jacob Zuma de la présidence pour que son successeur soit désigné à la fonction suprême. Cyril Ramaphosa, 65 ans, a finalement été choisi par les députés ce jeudi. Pour décrypter ce fait majeur de la vie politique sud-africaine, notre invité est enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines de Rabat. Bienvenue Mohamed Eshkoundi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, la démission de Jacob Zuma s'est faite avec effet immédiat. Est-ce qu'il y avait urgence ? Oui, effectivement, il y avait urgence, surtout que la cote de popularité de l'ANC s'était considérablement effritée ces derniers temps. Et il y avait urgence depuis aussi, cette urgence, on peut dire qu'elle s'est accélérée depuis l'élection de Ramaphosa à la tête de l'ANC, le Congrès national africain. Et donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que Ramaphosa aussi puisse prendre ses distances, c'est-à-dire prendre ses distances avec Zuma. Zuma, à qui maintenant on colle toute une étiquette par rapport à tout ce qui est corruption, par rapport à tout ce qui est malversation, et ainsi de suite. Donc l'enjeu, l'urgence s'explique aussi par l'importance de l'enjeu, et l'enjeu, on sait, l'enjeu c'est de permettre aussi à l'ANC de renouer avec son électorat, parce qu'il ne faut pas oublier que la cote de popularité de l'ANC, qui se mesure à l'aune, ou qui s'est mesurée à l'aune des dernières élections communales, c'est considérablement effrité. Il suffit de vous dire au passage que d'habitude l'ANC, qui est un parti historique, qui a vraiment un véritable capital, qui avait par le passé un véritable capital confiance, lors des dernières élections communales et locales de 2016, sa cote de popularité a baissé à 65%, alors qu'il a l'habitude d'emporter beaucoup plus de 85%. Et aussi, les pronostics laissaient entrevoir certains scénarios catastrophique pour l'ANC, à savoir que cette cote de popularité, si Zuma allait rester à la tête de l'État sud-africain, elle allait s'effriter davantage pour que l'ANC se trouve un petit peu avec peut-être des chances de moins en moins pour remporter les prochaines élections. Donc cette urgence s'explique par ce fait-là et s'explique aussi par le fait qu'il fallait absolument que l'ANC entame une procédure de réforme de l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ANC, c'est-à-dire après la démission de Zuma, il continue à être un parti considérablement divisé. Parce que nous avons les tenants du courant réformiste. Le courant réformiste, le porte-étendard de ce courant réformiste, c'est Ramaphosa. Et nous avons de l'autre côté ceux qui se tenaient jusqu'à maintenant, qui continuent à se tenir Zuma. Donc l'enjeu était de taille, c'est-à-dire pousser Zuma à la démission pour que l'ANC puisse croire en ses chances de remporter les prochaines élections. Et pour ce faire, il fallait entamer dès maintenant, c'est-à-dire nous sommes à 12 mois, on va dire, des prochaines élections présidentielles. Donc il faut d'ores et déjà entamer tout un processus de réforme marqué par la lutte contre la corruption, l'amélioration de l'état de la gouvernance, du système national de gouvernance, et j'en passe. Alors c'est donc un nouveau cap pour l'Afrique du Sud, mais que doit-on retenir de la présidence Zuma? Alors 9 ans de présidence, des scandales, les affaires, c'est tout ce qu'on retient? Donc pas grand-chose. C'est vrai que Zuma, il continue, malgré un petit peu le fait que sa cote de popularité est complètement, que son image s'est complètement dégradée et elle est ternie, plus que jamais ternie. Zuma, il continue à bénéficier de certaines popularités dans le KwaZulu-Natal. C'est une région marquée par la dominance de la population noire qui est extraordinairement pauvre et ainsi de suite. Sinon, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est une dégradation majeure de l'Afrique du Sud au niveau de tout ce qui est notation internationale. Au niveau de la dette souveraine de pays, il suffit de vous dire au passage que la confiance de la communauté internationale, c'est-à-dire les investisseurs dans l'Afrique du Sud, a considérablement baissé. De l'autre côté, nous avons au niveau de la gouvernance nationale, je disais tout à l'heure, je parlais du système national de gouvernance, et c'est complètement dégradé parce que nous avons vu monter en puissance certaines tendances un petit peu liées à tout ce qui est captation de l'État par certains intérêts privés, alors que l'Afrique du Sud, nation arc-en-ciel, comme nous avons l'habitude de la décrire, elle est marquée principalement par l'enracinement de la démocratie. Parce que depuis 1994, Mandela n'a cessé d'œuvrer pour le renforcement de la démocratie en Afrique du Sud. Donc Zuma a entaché cette image d'une Afrique du Sud démocratique, cette image d'une Afrique du Sud où il y a une bonne gouvernance et aussi il y a eu une série de... c'est-à-dire Zuma est empêtré dans une série de scandales. Il y a l'affaire Nkandla,
là, c'est-à-dire on reproche à Zuma de s'être servi de l'argent de contribuables pour financer certains réaménagements de sa résidence dans le KwaZulu-Natal et ainsi de suite. En plus de ça, c'est-à-dire Jacob Zuma pèse sur lui une série de scandales. Il se fait de vous dire au passage qu'il est inculpé dans plus de 700 affaires de corruption. Donc ce que l'on retient de Zuma, c'est la malgouvernance, c'est la corruption et c'est une Afrique du Sud qui peine à s'affirmer sur la scène continentale et sur la scène internationale, et c'est un effritement de la confiance de l'Afrique du Sud, aussi bien d'un point de vue politique que d'un point de vue économique. Alors en l'absence d'un autre candidat, Cyril Ramaphosa a été déclaré président, mais sans aucun vote. Est-ce que, voilà, ça faisait des semaines qu'il essayait de pousser Jacob Zuma, vous l'avez dit, vers la sortie, mais sans vote, est-ce que c'est une victoire pour Cyril Ramaphosa? C'était prévisible après avoir poussé Zuma vers la sortie, vers la démission, parce que c'est le comité exécutif de l'ANC qui a poussé Zuma vers la démission. Donc il fallait s'attendre à ce que, c'est-à-dire la présidence de l'État sud-africain soit assurée par quelqu'un issu de parti majoritaire, qui est l'ANC. Donc, et d'autant plus que Zuma, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire Ramaphosa a été élu à la tête de l'ANC et il était vice-président. Donc c'est normal que, mais ça a été fait d'une manière démocratique. C'est normal maintenant que ce soit Ramaphosa qui reprenne les rênes de pouvoir, et c'est normal aussi d'un point de vue démocratique parce que la procédure, elle a été démocratique. Comme je disais tout à l'heure, l'Afrique du Sud est une nation où la démocratie est enracinée quand même, malgré la série de scandales dans lesquels Zuma s'est retrouvé empêtré. Donc il y a eu d'abord une procédure de vote où il n'y avait pas d'autres candidats face à Zuma, ce qui explique la victoire de Ramaphosa. Donc c'est une victoire qui était prévisible. Alors pour une partie de l'opposition, le problème n'était pas Jacob Zuma, mais l'ANC. Julius Malema, expulsé de l'ANC en 2013, on s'en souvient, et qui a depuis fondé son propre parti, a joué les troubles faits lors de la session parlementaire ce jeudi. Cyril Ramaphosa devra faire face à une opposition tout aussi rude que celle à laquelle avait fait face Jacob Zuma. Oui, mais on sait que Malema, il fait partie de l'opposition radicale en Afrique du Sud, radicale d'un point de vue économique, parce que pour lui, l'objectif étant de chasser les Blancs de l'Afrique du Sud et ainsi de suite, alors que Mandela avait œuvré pour qu'il y ait une réconciliation nationale, pour que l'on parle d'une Afrique du Sud arc-en-ciel, c'est-à-dire multiple, qui contient beaucoup de personnes d'obédience différentes et ainsi de suite. Donc pour Malema, l'objectif principal demeure, c'est-à-dire ce n'est pas le fait d'avoir liquidé, d'avoir poussé Zuma vers la sortie qui résout le problème. C'est-à-dire le problème reste constamment posé, reste là, le problème il est lié à l'ANC. Donc Malema, il semble incriminer toute la machine ANC, c'est-à-dire le parti politique, et c'est pour ça, on comprend un petit peu l'attitude de Ramaphosa qui a essayé de prendre ses distances vis-à-vis de Zuma dans un moment donné, et l'enjeu est de taille pour Ramaphosa, parce qu'il faut réformer d'abord l'ANC, le processus de prise de décision au sein de l'ANC, et il faut aussi redorer le blason de l'Afrique du Sud, de l'ANC, par des réformes radicales. Donc on s'attend à ce que Ramaphosa opère des réformes radicales, ne serait-ce que pour faire taire cette opposition qui ne sera pas tendre, bien évidemment, avec lui, parce que l'opposition continuera à faire de son mieux pour un petit peu incriminer l'ANC, pour réduire, continuer à affecter considérablement la cote de popularité de l'ANC, parce que nous sommes à la veille des élections présidentielles, et donc la pression sur l'ANC va aller en s'accentuant, surtout de la part de l'opposition à l'image de l'Alliance démocratique de Maïman et de Economic Freedom Fighters. Alors là, pour la politique intérieure, mais au niveau diplomatique et notamment au niveau continental, comment est accueilli le changement à la tête de l'Afrique du Sud? Est-ce qu'il y a eu des réactions bien évidemment, parce qu'on sur un changement de cap au niveau diplomatique? Est-ce qu'on sait si Cyril Ramaphosa a la même vision diplomatique parce que Zuma? Oui, parce que Cyril Ramaphosa, en tant que personne, par rapport à son profil, on peut dire qu'il ne ressemble pas à Zuma. Parce que c'est à la fois quelqu'un qui a une casquette d'homme politique, parce qu'il a été un compagnon de route de Mandela, donc il a aussi ce capital historique, ce capital confiance historique. Il a joué un rôle très important dans la transition démocratique en Afrique du Sud, donc il a ce capital confiance qui est très important. De l'autre côté, on le crédite d'avoir créé un des syndicats les plus importants en Afrique du Sud, et donc il a un passé syndical très important. Et donc, quand on parle de son passé politique, donc il connaît les affaires de continent, il connaît des affaires politiques, il a joué des médiations, il a été envoyé au Lesotho et d'autres pays
pour faire des médiations, donc il connaît les affaires africaines. Et aussi d'un point de vue syndical, il connaît les attentes sociales de la population. Il sait que le problème de la pauvreté reste constamment posé. Plus de 27% de la population sud-africaine est frappée par la pauvreté. Il connaît aussi qu'il y a des problèmes de gouvernance d'entreprise en Afrique du Sud. Merci à vous. On est obligé de rendre l'antenne. Merci à vous, Mohamed Echkoundi, d'avoir accepté l'invitation de Médien TV pour décrypter cette actualité politique en Afrique du Sud. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines de Rabat. Merci à vous aussi pour votre attention. Restez sur Médien TV. L'information se poursuit sur notre antenne.